Dorian Gray est un jeune homme d'une extrême beauté. Son ami artiste, Basil Hallward, est obsédé par sa beauté et en tire toute son inspiration. Sa fascination pour le jeune homme le mène à en faire un portrait qui se révèle être la plus belle œuvre qu'il ait jamais créée. Dorian vient juste de faire la connaissance de Lord Henry, un ami de Basil rencontré alors que les deux hommes étudiaient à l'université d'Oxford, lorsqu'il voit pour la première fois le tableau fini. Les théories sur la jeunesse de ce nouvel ami font naître en Dorian la jalousie pour le portrait qui, contrairement à lui, restera toujours tel qu'au moment où il a été peint. Dorian souhaite alors que le tableau vieillisse à sa place pour qu'il garde toujours sa beauté d'adolescent. Comme c'est triste, je vais devenir vieux, horrible, effrayant, mais ce tableau n'aura jamais un jour de plus qu'en cette journée de juin. Si seulement ça pouvait être le contraire, si c'était moi qui restais jeune et que le portrait, lui, vieillit. Pour obtenir cela, pour l'obtenir, je donnerai tout ce que j'ai. Oui, il n'y a rien au monde que je refuserai de donner. Je donnerai mon âme pour l'obtenir. L'artiste n'est pas malsain. L'artiste peut tout exprimer, écrit Oscar Wilde dans la préface de ce roman, comme s'il avait pressenti l'accueil que lui ferait la société victorienne de 1891. Soit vilipendé pour immoralité, soit considéré comme étant d'une haute portée spirituelle, le portrait de Dorian Gray est un roman dont l'énigme et ses personnages gravitent autour de la beauté, qui a, tout comme le mystère, une propension à perdre ceux qui s'y attachent trop. Ce que veut montrer Oscar Wilde, c'est que pour l'esthète, l'art n'est pas concerné par la morale, que seule la beauté prime. La jouissance, la volupté deviennent alors des refuges derrière lesquels se cachent ces individus pour qui la vie, la réalité brute, la nature sont d'un ennui affligeant. Tout est prétexte à une perpétuelle fuite vers le raffinement, la préciosité. En 1890, lorsque paraît le portrait de Dorian Gray, les adjectifs ruissellent sous la plume des critiques pour crier à l'immoralité. Lascif, pernicieux, répugnant, empoisonné, le livre respire une atmosphère chargée des odeurs méphitiques de la putréfaction morale et spirituelle. Un critique a déclaré que le roman de Wilde contient un élément qui attachera tout jeune esprit qui entrera en contact avec lui. Un autre a demandé pourquoi Oscar Wilde doit-il aller fouiller dans des tas de boue. La plupart des critiques étaient cependant personnelles, attaquant Wilde pour des valeurs qui s'écartaient de la moralité conventionnellement acceptée de la Grande-Bretagne victorienne. Mais pour Wilde, la qualité du style est le seul critère pour juger d'une œuvre. Il n'existe pas de livre moral ou immoral. Les livres sont bien ou mal écrits, voilà tout. Et il a bien raison. De nos jours, le portrait de Dorian Gray est configuré comme un excellent chef-d'œuvre de la littérature anglaise et comme une véritable célébration du culte de la beauté. Une profession de foi que Wilde tend à faire sienne et à poursuivre tout au long de son existence, tant par sa production artistique que par sa conduite résolument anti-victorienne et anticonformiste, méprisante du beau sens et des canons de la morale bourgeoise. La vie, pour Wilde, est en fait configurée comme une œuvre d'art réussie. Wilde opte donc pour le renversement du principe selon lequel c'est l'art qui imite la vie, le transformant en présupposé que c'est la vie qui imite l'art. La vie est donc le produit et le résultat de l'art.
d'où l'importance attribuée à l'apparence et à la domination des sens qui atteint alors l'esthétisme. La vie imite l'art bien plus que l'art n'imite la vie. Oui, monsieur Gray, les dieux étaient beaux avec vous, mais ce que les dieux donnent, ils sont prompts à le reprendre. Vous n'avez que quelques années à vivre, vraiment, parfaitement, pleinement. Lorsque la jeunesse s'en va, la beauté s'en va avec, et l'on découvre alors que c'en est fini des coquettes, ou qu'il faut se contenter de celles misérables que la mémoire du passé rend plus amère que les défaites. Chaque mois qui passe vous rapproche de quelque chose d'effrayant. Le temps est jaloux de vous et fait la guerre à votre jeunesse en fleurs. Vous aurez le teint jaune, les joues creuses et l'œil éteint. Vous souffrirez horriblement. Ah, vivez votre jeunesse pendant qu'il en est temps. Ne dilapidez pas l'or de vos jours à écouter les fâcheux, à essayer de rendre meilleurs les ratés, sans espoir, ou à donner votre vie pour l'ignorant, le commun, le vulgaire. Ce sont là des objectifs néfastes, les idéaux fallacieux de notre temps. Vivez, vivez la vie merveilleuse qui est en vous. Ne laissez rien passer. Soyez toujours avide de nouvelles sensations. N'ayez peur de rien. Lord Henry, je voudrais que vous m'appreniez à redevenir jeune. Il réfléchit un instant. Vous rappelez-vous, madame, quelle grave erreur vous auriez commise dans votre jeune temps, lui demanda-t-il en la regardant par-dessus la table. Des quantités, je le crains, s'écria-t-elle. Eh bien, recommencez, dit-il sérieusement. Pour retrouver sa jeunesse, il suffit de réitérer ses folies. Les mots, les simples mots, combien ils sont terribles, combien limpides, éclatants ou cruels, on voudrait leur échapper, quelle subtile magie est donc en eux. On dirait qu'ils donnent une forme plastique aux choses informes et qu'ils ont une musique propre à eux-mêmes, aussi douce que celle du luth ou du violon. Les simples mots, est-il quelque chose de plus réel que les mots ? Les seuls artistes que j'ai jamais connus et qui soient agréables à fréquenter sont de mauvais artistes. Les beaux n'existent que par ce qu'ils font et par conséquent sont parfaitement inintéressants par ce qu'ils sont. Un grand poète, un vrai poète, est la créature la moins poétique qui soit. Mais les poètes secondaires sont absolument fascinants. Plus mauvais sont leurs rimes, plus ils ont l'air pittoresques. Le seul fait d'avoir publié un recueil de sonnets de deuxième catégorie rend un homme parfaitement irrésistible. Il vit la poésie qu'il ne sait pas écrire. Les autres écrivent la poésie qu'ils n'osent pas mettre en pratique. Tout portrait peint avec sincérité est le portrait de l'artiste et non du modèle. Le modèle n'est que l'accident, l'occasion. Ce n'est pas lui qui est révélé par le peintre, c'est plutôt le peintre qui, sur la toile peinte, se révèle lui-même. Si je ne veux pas exposer ce portrait, c'est que je crains d'y avoir montré le secret de ma propre âme. La réflexion qui tisse la trame du livre entraîne le lecteur dans une série d'interrogations infinies sur l'art et la création, la jeunesse et la beauté, le bien et le mal, la recherche du plaisir et la pureté, la religion et l'amour, qui souvent s'illustrent par une abondance d'aphorismes et de formules implacables.